on passe maintenant donc au service à la personne avec cette conférence qui a pour titre, je prends mes fiches parce que je vais me tromper sinon, les services à la personne, des métiers et des débouchés au pluriel. Alors, nous avons Mélanie Moindreau de l'agence O2, qui est une agence de service à la personne. Nous avons Séverine Le Guillon, qui travaille à la halte garderie La Bambinelle. Et puis Bruno Moche, qui travaille au jardin de Diane. Les jardins de Diane qui sont situés, je crois que c'est à Bagnoles de l'Orne. Alors, je vous laisse allumer vos micros. Et puis peut-être vous présenter un tout petit mot chacun pour dire qui vous êtes. Alors, on commence par Mélanie Moindreau. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Mélanie Moindreau et je suis actuellement assistante d'agence donc au sein de la société O2, une entreprise donc, qui fait du ménage repassage et de la garde d'enfants. Alors Séverine Le Séguillon. Donc bonjour, Séverine Le Séguillon. Moi je suis responsable d'une structure d'accueil petite enfance, donc une halte garderie, au sein d'un centre social à Courteil. Donc nous accueillons des enfants de moins de 4 ans, de façon occasionnelle, un petit peu tous les jours de la semaine. Voilà. Et enfin Bruno Moche. Bonjour, je sais pas si ça marche. Ça marche, c'est pas très fort mais ça marche bien. Donc je suis directeur des jardins de Diane à Bagnoles de l'Orne. C'est une résidence-service pour personnes âgées. Donc nous proposons des appartements aux personnes âgées. Et s'ils ont besoin de services, nous avons une structure qui peut leur procurer ces services-là, en interne. Alors, on voit les services à la personne, on a de la petite enfance, on a le 3e âge, et puis on a les services qui vont avec, ménage, repassage, garde d'enfants, etc. Donc les services à la personne, le nom est assez large, mais les services sont très larges aussi. Un mot peut-être sur chaque structure un peu plus développée. Alors je rappelle, avant qu'on démarre, vous avez juste au-dessus l'écran de télé géant. Si vous avez des comptes Twitter, certains collégiens ont peut-être déjà les comptes Twitter, vous pouvez tweeter en direct, vous avez le droit. Si vous avez des téléphones portables, SMS, smartphones, etc., non, je ne vous demande pas de les éteindre. Pour une fois, vous avez tout à fait le droit de vous en servir. Et vous pouvez envoyer des SMS. Vous avez le numéro de téléphone qui va s'afficher à l'écran. Vous pouvez envoyer des SMS sur ce numéro de téléphone-là. On va les recevoir au niveau de la régie. Les questions vont vous être transmises et je pourrai les poser en direct à nos invités. Si vous souhaitez également poser une question en direct de vive voix, vous levez tout simplement la main et puis on prendra votre question avec plaisir. Alors, comme vous êtes très très nombreux, et que je suis assez timide et que nos invités également, je vais vous demander de faire un tout petit peu moins de bruit si c'est possible. Ok ? Merci beaucoup. Alors, on commence avec Mélanie pour l'agence O2. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'agence O2, ce que vous y faites. Je crois que vous avez un petit support. Le petit support, je pense qu'il ne va pas forcément servir. D'accord, parce qu'il est un peu technique. Oui. Très bien. Donc, je préfère pas le passer parce que c'est des chiffres d'affaires. Voilà. Donc, je vais quand même vous présenter. Donc, la société O2 est créée depuis 2004. Le siège se situe au Mans. Et donc, actuellement, nous avons 144 agences au niveau national. Donc, le principe de cette société, nous embauchons des salariés pour le ménage, repassage et la garde d'enfants. Donc pour qu'ils interviennent chez les clients à domicile. Donc sur Alençon, nous avons 40 salariés que nous avons embauchés à temps partiel. Donc ils font à peu près 18, 20, 25 heures par semaine. Et voilà, mes fonctions principales, c'est de gérer leur planning, les absences, les congés, et plus principalement aussi le recrutement et la prospection. Alors, 2 questions. Pour les personnes qui font appel à vos services, est-ce que c'est des services qui coûtent très cher? Parce qu'on imagine toujours avoir, entre guillemets, une femme de ménage. Effectivement, c'est réservé qu'aux riches, etc. Est-ce que vous avez que des clients qui sont des gens très riches, ou est-ce que c'est finalement pour beaucoup de personnes? Et quel est votre type de client, justement? Alors, c'est pour beaucoup de personnes. Les tarifs varient après en fonction de la demande du client, effectivement. Mais nos prix partent, par exemple, pour le ménage classique, à 20,98 € de l'heure.
en sachant qu'il y a la réduction d'impôt. Donc pour l'année suivante, vous bénéficiez donc, de 50% de crédit d'impôt. Donc, et après, les tarifs varient jusqu'à 23,98 €. Alors, c'est un peu technique, juste en 2 mots. Comment vous l'expliquez? Quand vous embauchez quelqu'un, il faut lui donner un salaire. Mais quand vous travaillez, vous payez aussi souvent des impôts. Et bien effectivement, avec ces chèques emploi-service, les CESU, vous payez la personne quasiment la moitié du prix. Voilà. Donc c'est un peu plus facile. Plus de monde peut se permettre d'avoir ce genre de service. Au niveau des clients, c'est du particulier, on va dire, actif, ou est-ce que vous avez beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui font appel à vos services? Alors, pour l'instant, c'est des personnes qui sont actives, donc qui travaillent, surtout pour les gardes d'enfants, parce que c'est des jeunes couples qui viennent de construire leur vie. Donc, c'est vraiment beaucoup plus actif. Par contre, on attend un agrément senior, donc pour pouvoir intervenir chez les personnes âgées, pour faire la toilette et l'aide au repas. D'accord. Alors, on vient de me ramener le téléphone, donc si j'ai des SMS, je vais pouvoir les lire. D'accord, alors je vais me passer à ma collègue. Je m'excuse, je ne vais pas pouvoir vous répondre en direct. Voilà. Alors, le premier SMS qu'on a reçu, quels sont les métiers, j'imagine, pour les services à la personne? Alors, on va peut-être faire le tour justement de chacun. Citer 2-3 métiers dans chacun de vos structures. Alors pour ma part, dans l'entreprise, donc les métiers d'encadrant, donc il y aura assistante d'agence, chargée de clientèle et responsable d'agence. D'accord. Donc il y a une partie encadrement. Tout à fait. Et puis aussi les salariés, donc ceux qui travaillent en temps partiel. Ceux qui seront travailler à domicile. Et là, c'est très très large puisqu'on va du repassage, ménage, garde d'enfants. Oui. Certains services à la personne aussi, il y a aussi du jardinage, je crois, et des choses comme ça. Nous, sur Alençon, on ne fait pas jardinage, mais par exemple, au Mans, on a une agence qui est spécialisée dans le jardinage. D'accord. Alors, les jardins de Diane, on reste dans le service. Oui, dans les emplois que nous avons, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, infirmières, on a aussi des cuisiniers, aides de cuisine, auxiliaires de vie, secrétaires, agents d'entretien, veilleuses de nuit, lingères, animatrices. Je crois que j'ai fait le tour. Ça fait, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de métiers. Un mot aussi sur la halte garderie. Il y a, je crois, des postes d'encadrement, comme dans toutes les structures. Alors, sur la halte garderie, oui, il y a le poste de responsable. Donc, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai 2 collègues qui sont auxiliaires de puériculture. Et, nous avons travaillé aussi avec des CAP petite enfance. Voilà, pour ce qui est de la petite enfance, au niveau de l'accueil des moins de 4 ans. Après, sur les autres services du centre social, il y a des animateurs BAFA, enfin voilà, il y a toutes sortes d'intervenants aussi plus ponctuels. Alors, on va continuer justement à présenter effectivement une halte garderie, et la vôtre en particulier, à quoi ça sert et puis comment ça marche. Alors, je pense que tout le monde connaît le mot crèche. Donc, nous ne sommes pas une crèche, nous sommes bien une halte garderie. Donc la grosse différence entre les 2 structures, c'est le type d'accueil. Donc en crèche, on accueille essentiellement des enfants dont les parents travaillent, donc pour leur permettre d'aller travailler. C'est un mode de garde permanent, donc à la journée souvent. Nous fonctionnons un peu différemment, donc c'est de l'accueil occasionnel. Donc il s'agit d'accueillir des enfants de quelques heures à 2 demi-journées par semaine. Nous limitons à 2 demi-journées par semaine parce que nous avons énormément de demandes. Donc nous sommes 3 personnes pour accueillir les enfants. Nous accueillons 15 enfants. Nous avons un agrément, une autorisation donc, pour accueillir 15 enfants en même temps. Voilà. Sur un mois, ça représente une centaine d'enfants différents qui viennent chez nous. Sur l'année, 160 enfants différents. Donc voilà, nous sommes en permanence dans l'accueil. Il y a une personne qui va pratiquement faire que ça. Donc accueillir. Donc on accueille les enfants, on accueille les parents. Voilà. Alors, une petite question. Alors, moi je suis au BIJ, le Bureau Information Jeunesse, et on fait beaucoup d'orientation. Et on a souvent, alors c'est plutôt les jeunes filles, qui viennent nous voir en disant « Moi j'aime beaucoup les enfants, je voudrais être auxiliaire de puériculture, ou voilà, etc. » Quand on travaille comme ça avec beaucoup d'enfants toute la journée, est-ce qu'il faut juste aimer les enfants ou est-ce qu'il y a d'autres compétences nécessaires ou d'autres choses que juste dire j'aime les enfants donc parce que j'ai un petit frère, une petite soeur, une petite nièce, j'aime les enfants et je peux faire ce métier-là?
Non, ça ne suffira pas, je pense. Il faut vraiment être motivé, il faut faire preuve de patience, de créativité. Ça demande tout un tas de qualités, comme dans tout métier. Ensuite, une formation me paraît quand même primordiale, hein, dans la mesure où on sera mieux à même d'accueillir si on y a été préparé. Hein, parce qu'il s'agit d'accueil, il s'agit d'un public assez particulier quand même, il y a moins de 4 ans. Donc on a affaire à des êtres humains qui ne parlent pas forcément facilement, qui n'expriment pas facilement. Donc il va falloir aller chercher l'information, il va falloir répondre à des besoins qui ne sont pas clairement exprimés. Donc c'est vraiment un métier particulier, quoi. Il faut vraiment être à l'aise avec ce public-là. Il nous arrive d'accueillir des stagiaires qui se rendent compte que finalement, être avec un bébé, c'est sympa 5 minutes, mais finalement, on n'est pas forcément toujours très à l'aise, quoi. Alors, comment fait-on justement pour passer ce fameux CAP Petite Enfance? Alors, le CAP Petite Enfance, il peut se passer dans certaines structures. Je pense que les MFR ou des choses comme ça peuvent proposer des formations sur une année. On peut le passer en candidat libre également, donc par correspondance. Là, j'ai actuellement un stagiaire qui a choisi cette formule-là. Voilà. Donc, il y a une année de formation. Et puis à la fin, je pense que c'est un examen. C'est une formation qui se fait en alternance avec des périodes de stage. Alors vous êtes en 5e, souvent à partir de la 4e, voire la 3e en général, vous avez des stages en entreprise. Pour ceux qui sont intéressés déjà par ce type de métier, c'est intéressant en 3e de pouvoir faire un stage d'une semaine dans ce type de structure, parce qu'effectivement, entre garder son petit frère ou sa petite nièce chez soi et passer 8 heures par jour avec une dizaine d'enfants qui sont en forme, c'est pas la même fatigue, c'est pas le même travail du tout, c'est pas le même, voilà. On ne fait pas les câlins par exemple à tous les enfants comme on peut faire un câlin à son petit frère devant la télé le matin quand on regarde des dessins animés. C'est pas du tout le même travail. Donc il faut bien être réaliste sur le métier. Les jardins de Diane. On passe de la petite enfance. Alors comment on dit aujourd'hui? On dit 3e âge, 4e âge? Senior. On dit senior, très bien. Alors les seniors. Les jardins de Diane, ce n'est pas une maison de retraite. Il faut bien être clair là-dessus. On est sur du service. C'est des appartements qui sont ensemble, comment ça fonctionne? Le principe de la résidence-service, ça s'appelle comme ça. Nous ne sommes pas établissement médico-social. Donc avant tout, c'est un immeuble avec des appartements. Jardin de Diane, nous avons 68 appartements, 3 types d'appartements, on a des T1, T2, T3. Donc avant tout, les gens louent un appartement. Ensuite, s'ils ont besoin de services ou d'aide, nous avons une structure en interne qui peut leur proposer ces services-là. Mais avant tout, ils louent un appartement. Donc ils viennent avec leurs meubles. On se rapproche le plus possible en fait du domicile, bien que ce soit des appartements. Et donc après, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les services qu'on peut proposer, ce sont l'aide à la personne. Dans l'aide à la personne, il peut y avoir l'aide à la toilette, le ménage, les repas. Puisque nous avons une restauration en interne dans l'établissement. Ça peut être aussi l'animation, ça peut être la lingerie, ça peut être la blanchisserie, etc. D'accord. Avez-vous des questions particulières peut-être sur les jardins de Diane, ou comment est-ce que la structure fonctionne, quels sont les métiers? Bon, s'il y en a, on va encore discuter 4-5 minutes, pas beaucoup plus parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc n'hésitez pas, on reçoit les questions, j'en ai eu quelques-unes par SMS, vous avez le droit de tweeter ou d'envoyer des SMS. Ou de lever la main tout simplement si vous voulez poser la question directement. Oui? Non? D'accord, c'était juste très bien, je croyais que c'était une question, pardon. J'allais poser une question, alors oui, au niveau des services à la personne, est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter sur les métiers? Comment est-ce qu'on devient? Parce que, alors, service à la personne, l'agence O2, il faut bien distinguer les deux types de métiers. Il y a les métiers qui sont ménage, garde d'enfants, etc., repassage, et puis il y a tous les métiers d'encadrement. Alors, il y a des formations qui sont proposées sur Alençon au niveau des services à la personne pour l'encadrement et pour la gestion de ce genre de structure-là. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, ce genre de formation, combien de temps ça dure? Alors, moi je vais vous expliquer un petit peu mon parcours très rapidement. En fait, moi je ne suis pas de la région à la base.
Donc, voilà. Je suis de la région centre. Et donc, voilà, à la base, j'ai passé un BEP sanitaire et social. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent ce BEP. Et donc, moi, au début, je voulais pas forcément faire d'études. Et je me suis rendu compte qu'avec la conjoncture actuelle, il fallait quand même avoir des diplômes. Donc, j'ai passé un bac, un BTS. Et je suis arrivée dans la région. J'ai entendu parler de la licence pro qui se fait actuellement donc, au sein de l'IUT. Donc, j'ai passé cette licence pro directeur des structures de service à la personne. Et voilà, c'est des diplômes qui se font en un an avec un stage de 6 mois. Et voilà, ça permet d'entrer directement dans la vie active, donc pour pouvoir faire un métier d'encadrant dans les services à la personne. Alors effectivement, on n'est pas forcément tous faits pour faire une filière générale et pour faire de longues études à l'université. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire d'études. Avec des systèmes d'alternance, on peut très bien commencer comme vous l'avez fait, par un BEP, et puis derrière on poursuit un bac pro, un BTS, et continuer comme ça. Là vous êtes bac plus 3. Oui. Donc voilà, vous avez démarré en 3e, c'est ça, un BEP, enfin après la 3e. Après la 3e. Après la 3e, un BEP, et finalement vous êtes bac plus 3. Oui. Donc voilà, il faut toujours se dire que quand on veut continuer, quand une branche vous intéresse, on peut poursuivre, il y a des passerelles pour ça. On va finir là-dessus justement sur les différents parcours. Votre parcours, Séverine? Alors moi c'est un petit peu l'inverse, moi j'avais très envie de faire des études et je ne voulais pas être professionnelle trop tôt. Donc je suis allée jusqu'au bac, j'ai fait 2 ans à la fac pour peaufiner mon projet professionnel. Donc j'avais mon BAFA, donc ça faisait déjà quelques années que je travaillais dans l'encadrement d'enfants, de groupes d'enfants. Donc je savais que je voulais en faire mon métier. Rester à définir quelle formation j'allais faire, parce qu'il existe un panel de métiers dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance. Donc j'ai eu le temps de travailler sur cette question-là, sur quel public je voulais accueillir. Donc je me suis rendu compte que c'était spécifiquement la petite enfance, d'où le métier éducateur de jeunes enfants. Donc c'est un diplôme d'État qui est ouvert aux bacheliers, aux gens qui ont eu le bac. C'est une formation qui durait à l'époque 2 ans et un trimestre, qui dure maintenant 3 ans. C'est une formation aussi qui se fait en alternance avec des périodes de stage plus ou moins longues. Et puis un grand stage qui était de 6 mois à l'époque, mais qui est peut-être un petit peu plus long maintenant, au cours duquel on élabore un mémoire, ce qu'on appelle un mémoire de fin d'études, qu'on présente en fin d'études, pour passer son diplôme et éventuellement l'obtenir. Donc ça a été mon cas. Alors vous avez parlé du BAFA, je reviens juste là-dessus. Le BAFA, c'est le diplôme, le brevet pour être animateur dans les centres de loisirs, dans les colonies de vacances. Alors on ne dit plus colonies de vacances, ça a changé plusieurs fois. Voilà, ça change souvent, mais voilà, centres de vacances. Si je vous dis colonies de vacances, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est un diplôme qui peut se passer à partir de 17 ans et qui permet de travailler l'été. Donc ça c'est important à retenir. Si l'animation vous intéresse, le BAFA, c'est vrai que c'est un premier pas dans l'animation qui est vraiment intéressant. Bruno, vous, votre parcours, études, pas études, beaucoup d'études? Alors, j'ai juste un bac D à l'époque, ça s'appelait comme ça, un bac général. Alors le bac D aujourd'hui, ça correspond à un bac S allégé, allégé, oui, tout ça. Moins matheux. Et en fin de compte, moi je viens de l'industrie. Lorsque l'entreprise où je travaillais est fermée, ça faisait déjà plusieurs années que j'envisageais une structure un peu, où j'imaginais plutôt une structure comme j'ai monté. Je ne savais pas forcément par quel bout commencer. Et j'ai eu l'aide d'un ami qui avait déjà des structures comme celle-ci en Mayenne. J'ai commencé, donc j'ai pris ma valise, j'ai commencé par vendre les appartements sur plan, les appartements de la résidence, parce que j'avais pas les moyens de monter une telle structure. Donc les appartements ont été vendus sur plan à des investisseurs. Ces investisseurs ont monté une copropriété. En fait, maintenant on a un immeuble avec une propriété régie par un syndic. Et ensuite, j'ai monté ma société de prestation. Voilà. Alors, on a quelques petites questions, on va finir avec ça. Cette question-là, est-ce un secteur d'avenir? Alors, je vais la poser un petit peu différemment. Est-ce que c'est un secteur d'avenir en France généralement, tout ce qui est service à la personne? Et puis, est-ce que dans l'ordre, on peut trouver effectivement des postes
pour devenir responsable de structure ou travailler dans l'encadrement sur une structure comme O2, sur une halte garderie, et effectivement monter une entreprise de service à la personne. Est-ce qu'en France ou dans l'Ordre, c'est quelque chose qui est encore possible? On va faire un tour dans l'autre sens peut-être du coup, et puis on va finir. Je peux répondre pour la part pour les personnes âgées. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup de demandes en tant que résidents qui veulent s'inscrire dans la résidence. Donc nous sommes pleins depuis l'ouverture, il n'y a jamais eu un appartement de vide. Donc nous sommes pleins tout le temps, nous avons des listes d'attente. Donc oui, il y a du travail dans les services à la personne, au moins pour les personnes âgées. Après, ça dépend aussi on a une vision pas très longue, parce que ça dépend aussi des lois, des contraintes que nous avons. Est-ce que ces services vont continuer à être exonérés de certaines charges, etc. On n'a pas la vision à plusieurs années. Donc pas de vision d'avenir, mais effectivement, il y a encore des demandes. Oui, il y a beaucoup de demandes. Alors on sait aussi que l'Orne, c'est un département qui a tendance à vieillir, donc il y aura de plus en plus de personnes âgées. Alors dans l'Orne et en France aussi, puisqu'il y a un... Oui, je pense que dans cette filière-là, oui, il y a du travail. Et puis je pense que des gens restent à domicile aussi. Par contre, je voudrais juste... il ne faut pas non plus... On entend parler qu'il y a beaucoup de travail justement dans cette filière-là. Par contre, je voudrais mettre un petit bémol. Il faut que chez nous, pour les personnes âgées, il ne faut pas venir pour faire un boulot, pour faire un travail. La personne âgée, il faut aimer ça. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est là un peu où le bas blesse un peu. On a l'impression qu'on va faire un travail, etc. Mais on n'a plus la motivation. Il faut aimer les personnes âgées, il faut aimer travailler en équipe. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors c'est vrai, tous vos métiers, ce sont vraiment des métiers humains. C'est-à-dire que si on n'aime pas l'humain, si on n'aime pas l'autre, que ce soit un petit enfant ou une personne âgée, ça ne peut pas marcher, évidemment. Très rapidement, la halte garderie, est-ce qu'on a toujours des enfants qui naissent? Est-ce qu'il y a toujours besoin de les garder? Alors oui, j'espère qu'il y aura toujours des enfants à naître. Notre avenir est en jeu. Dans la mesure où il y a toujours des enfants, oui, il y aura des structures comme la nôtre. Après, ça va dépendre aussi des politiques du gouvernement qui peuvent être d'ouvrir des structures collectives ou alors de favoriser plutôt l'accueil par des assistantes maternelles. Donc après, il y aura toujours du travail auprès de la petite enfance, quelle que soit la façon dont on les accueillera. Agence 2, pour les agences de service à la personne, est-ce que voilà, il y a toujours du travail des gens recrutés? Il y a toujours du travail, surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, le département de l'Orne, c'est quand même une population assez vieillissante. Donc nous qui allons faire le senior dans peu de temps, il y a encore du travail. Et voilà, après c'est vraiment les contraintes politiques, on va dire, qui font qu'on ne peut pas se projeter dans un avenir très long. Voilà, nous c'est vraiment pour la réduction d'impôts qui nous inquiète un petit peu, mais sinon il y a du travail. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand on parle un peu de politique ou d'impôts, c'est que tous ces secteurs, pour que ce ne soit pas réservé qu'aux gens qui sont riches, sont aidés, financés par l'État. Et effectivement, du coup, ces emplois-là dépendent aussi un petit peu de est-ce que l'État continue à aider ce genre de secteur-là ou pas. C'est pour ça un peu qu'on a une vision sur l'avenir qui est un petit peu. Alors je vous propose d'applaudir ces messieurs-dames.